Est-ce que j'ai à peine dormi pour essayer de comprendre Dark et vous faire une bonne vidéo? Oui. Dark saison 2. Comme d'habitude, comme indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Je tiens à préciser que si vous n'avez jamais vu Dark, sachez que avant les spoilers, je ne vais pas spoiler ni la saison 1 ni la saison 2. Donc si vous voulez un avis sur Dark en toute tranquillité, cette vidéo est faite pour vous. Dark est l'histoire de la ville de Winden dans laquelle plusieurs enfants vont disparaître. On va se rendre compte que leur disparition est due à un voyage dans le temps. C'est à partir de là qu'on va suivre les personnages et les habitants de cette ville dans plusieurs temporalités différentes allant de 1953 à 86 à 2019. J'aimerais balayer un truc que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux auquel j'ai forcément participé, c'est la difficulté à comprendre la série Dark. Alors c'est vrai que c'est une série qui est beaucoup moins accessible que beaucoup de séries aujourd'hui, il faut un peu plus réfléchir, il faut être un peu plus concentré, mais est-ce que c'est une série fondamentalement difficile à comprendre quand tu l'as finie? Pas spécialement. Je veux dire, à la fin de chaque saison, t'as vraiment beaucoup de pièces du puzzle, même si d'une saison à une autre, t'en as encore plus qui s'ajoutent, mais à la fin de la saison 2, par exemple, tu vas quasiment tout comprendre, t'auras juste une sorte de cliffhanger pour la saison 3 qui sera la dernière saison, mais en soi la série n'est pas extrêmement compliquée à comprendre, faut juste être un peu concentré. Et si vous êtes quelqu'un qui va juste la regarder, alors là ça sera encore plus simple à comprendre. Moi je dois admettre que j'avais plus de difficultés à comprendre la série parce que je devais vous l'expliquer. Donc en soi quand là j'ai préparé ma vidéo, j'ai fait des schémas, j'ai fait des dessins, j'avais des notes et tout, donc c'est vraiment pour vous l'expliquer. Mais en soi si vous la regardez juste tranquillement, c'est pas si compliqué que ça. Ça reste moins accessible que beaucoup de séries, mais si vous vous donnez la force et le courage de la commencer, vous allez adorer. Parce que c'est pour l'instant la meilleure série que j'ai vue cette année. C'est marrant parce que Tchernobyl, j'ai vraiment adoré et c'était ma meilleure série avant de voir la saison 2 de Dark, mais Tchernobyl, l'inconvénient on va dire et l'avantage qu'a Dark par rapport à Tchernobyl, c'est que Tchernobyl est inspiré de faits réels, il y a quasiment rien d'inventé. Dans Dark, tout a été inventé. Et c'est la grande force de Dark depuis la saison 1, c'est le scénario, c'est le mystère, c'est que tu sais jamais trop ce qui se passe et c'est un peu une enquête temporelle et c'est vraiment prise de tête mais dans le bon sens du terme. C'est que tu comprends tout et tout a du sens. C'est pas le genre de série où le voyage dans le temps est utilisé de n'importe quelle manière, il y a des vraies règles qui sont tout le temps respectées, qui ont du vrai sens et à la fin quand t'as vraiment fini la saison 2 tu te dis mais putain c'est logique. T'es évidemment surpris du résultat mais t'es pas surpris de comment ça fonctionne parce que tout a du sens à la fin. C'est pas de la surprise pour te surprendre, vraiment tout a été calculé depuis le tout premier épisode de la saison 1. Et le fait qu'il y ait 3 saisons au lieu de rallonger ça sur plusieurs saisons montre bien qu'ils ont une bonne idée de comment ça va finir et putain je suis pas prêt. Dark est une série allemande de Netflix qui a 10 épisodes durant sa première saison, à chaque fois des épisodes d'une heure et 8 épisodes d'une heure dans sa deuxième saison et c'était pour moi l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2017 qui était sorti en fin 2017. J'en avais fait à l'époque une critique mais sans spoiler, du coup forcément c'est beaucoup moins intéressant, mais là c'est vrai que la saison 2 moi c'est une énorme claque hein. Franchement c'est une série qui est vraiment particulière parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a que du dialogue dans la série, il y a très peu de scènes où il y a autre chose que du dialogue. La seule chose qui fait avancer l'histoire dans cette série c'est le dialogue et en fait ça peut être un peu con mais tu enchaînes scène après scène de dialogue et ça peut paraître chiant au final, qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait pas, je sais pas, de scène autre que des gens qui discutent. Il y en a quelques-unes, mais vraiment très peu, mais putain, le dialogue est fort, quoi. C'est vraiment la force de la série, c'est la manière dont ça arrive à gérer ces différentes temporalités, c'est-à-dire que tu vas voir plusieurs fois le même personnage à des époques différentes, et il ne sera jamais incarné par le même acteur, et le truc le plus dingue, c'est que les acteurs se ressemblent. Et c'est aussi la grande force de la série, c'est que vu que c'est que sur du dialogue que tout repose, il faut que l'écriture soit bonne, et putain que l'écriture est sûrement la plus grande qualité de la série, parce que tout est parfait, il n'y a aucun bout de gras, toutes les scènes ont une utilité, toutes les motivations des personnages tu les comprends, toutes les choses que font les personnages tu les comprends aussi. Les seuls trucs que tu comprends pas c'est lié au mystère, mais t'as des réponses à la fin de la saison, donc au final c'est compréhensible et c'est logique. Donc le dialogue il est tellement efficace et touchant et émouvant et tout ce que vous voulez, mais les acteurs sont tellement bons, putain de merde, ils sont tellement forts ces gens. Déjà que tous les acteurs se ressemblent d'une époque à une autre, mais en plus de ça ils sont tous vraiment incroyables et tu comprends vraiment tous ces personnages et t'as vraiment la vraie empathie pour tous et c'est génial. C'est dingue ce que juste des lignes de dialogue et du bon acting peuvent faire pour une série quoi. Peut-être que les enfants, les adolescents sont peut-être pas les meilleurs tout le temps, mais sinon les adultes sont incroyables. Ils te font passer par des émotions mais tout le long de la saison, c'est dingue. Le casting est vraiment génial, les acteurs sont vraiment géniaux, le dialogue est parfait, y a rien à dire, le scénario, mais quand tu finis la saison, y a tout qui a été chamboulé dans ta tête, mais tout a du sens. La manière dont la série est structurée, c'est-à-dire que tu voyages à certains moments jusqu'à 5 temporalités différentes dans le même épisode. Et c'est drôle parce que tu dois à chaque fois reconnaître les acteurs, les différents acteurs et les différents
différents personnages parce qu'ils voyagent d'une époque à une autre et tu dois te dire putain est-ce que lui c'est lui, est-ce que lui c'est lui, mais c'est pas frustrant en mode je sais pas trop, faut juste suivre et tu t'en sors plutôt bien. En plus les transitions d'une époque à une autre sont vraiment faciles dans le sens où on t'explique toujours qui est qui, et en général quand tu transites d'une époque à une autre tu transites via un personnage. Donc si on te montre le personnage de Claudia jeune par exemple et tu veux changer de temporalité, on va te la montrer plus vieille ou encore plus jeune pour vous dire, donc à chaque fois t'es jamais perdu et c'est ça qui est vraiment bien. En plus des fois il y a vraiment des astuces extrêmement efficaces dans le fait de faire des transitions, et des fois les transitions elles-mêmes ont un impact émotionnel, genre des fois tu vas passer d'une transition à une autre et tu vas être en mode oh putain merde. Et en fait vu que quasiment toute l'action se passe dans une seule ville, le travail des décors est génial. Déjà vraiment toutes les maisons sont vraiment bien décorées, t'as une vraie géographie des pièces et des fois ça aide vraiment beaucoup. Il y a un petit détail dont je vais parler en spoiler, mais il y a un moment le personnage de Jonas qui regarde par terre dans sa maison et tu te demandes vraiment pourquoi il regarde par terre, il est vraiment fixé comme ça, et à la fin quand tu comprends t'es en mode waouh. Ça joue beaucoup sur les décors parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment importants, que ce soit la centrale nucléaire ou les maisons des habitants ou même les rues de la ville, t'as une vraie importance des décors et la photographie joue vraiment sur les décors, que ce soit en fonction des différentes époques. Et c'est ça qui est dingue, c'est que la question c'est pas où mais quand. Par exemple les années 53 seront plus marron, les années 86 seront plus jaune et les années 2019 plus bleu marron aussi. Il y a un vrai travail des lumières à chaque fois, et quand tu vas encore plus loin dans différentes époques, les couleurs changent encore, et les décors et l'image et tout, les plans, la composition des cadres est génial, franchement génial. T'as un moment le personnage de Jonas qui se balade à une certaine époque, je vous dirai pas laquelle, et juste à regarder les décors tu te prends des claques, tu fais putain c'est magnifique et en même temps c'est triste, enfin c'est génial, génial. Et il y a une vraie ambiance musicale, il y a toujours une musique qui joue et qui joue vraiment sur tes attentes et sur ce que disent les personnages. T'auras vraiment la musique qui met en valeur les dialogues et en même temps met en valeur les réactions des personnages. Des fois t'auras un personnage qui est complètement outré et t'auras la musique qui va avec, mais vraiment efficacement. Et des fois, en fait, c'est la musique qui te guide plus qu'autre chose, parce que des fois t'as un acteur, il sera tellement choqué que tu t'es confus comme lui, et le fait que la musique passe à ce moment-là, tu comprends que c'est vraiment une scène importante et qu'il y aura des répercussions plus tard ou même plus tôt. Parce que c'est ça qui est drôle aussi, c'est de jouer un peu avec le voyage dans le temps, c'est de comprendre comment il fonctionne, et quand tu comprends vraiment comment ça marche, t'es vraiment satisfait. En plus, c'est vraiment l'un des meilleurs génériques de Netflix ou de séries que j'ai vu en général, parce que je ne le passe jamais, je l'adore. Et même le générique, putain, il y a des indices dans le générique de comment ça se passe, de c'est quoi les solutions, les réponses, c'est n'importe quoi. Vraiment, le générique, c'est vraiment le plus gros fuck you que j'ai vu de ma vie, je crois. Parce qu'en soi, le générique, il te donne une réponse, mais tellement évidente et tellement incroyable. Et quand tu l'as dans la série, tu fais, mais putain, je suis con depuis le début. Quoi. Il y a plein de trucs comme ça et j'adore cette série pour ça. C'est le nombre de détails qu'il y a, c'est flagrant. Dans la première saison à la deuxième, au fait, t'as des réponses juste sur le physique des personnages. T'auras un personnage qui aura voyagé dans le temps et au fait, t'as une cicatrice autour de son cou qui a une réelle importance. Et au fait, tant que t'as pas vu la saison 2, pour toi, c'est juste une cicatrice, tu t'en fous. Mais quand t'as vu la saison 2, puis tu te remates des bouts de la 1, tu fais putain, je suis con. Et c'est ça qui est l'effort, c'est le travail au détail, c'est le travail sur les réponses que t'avais depuis le début, mais juste t'avais pas toutes les pièces du puzzle. Et quand tu les as, t'as l'air con, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est le mystère et c'est la force du truc. Et j'aime bien parce que tous les épisodes se finissent pareil dans cette saison. Aux alentours de la 10e minute, t'auras toujours un extrait musical qui va passer avec des vraies chansons et ça aura un rapport avec l'épisode en soi, et ensuite il y aura une conclusion à l'épisode qui sera souvent un cliffhanger. Et forcément, je me suis regardé 7 épisodes en une journée, donc pour vous dire, ça a bien marché. En plus de ça, ça attaque des vraies thématiques telles que le désir, la volonté, l'héritage. L'héritage est extrêmement important, l'idée de famille est encore plus importante que prévu dans cette saison. Quand tu comprends que la question d'héritage est au centre de tout ça, tu commences vraiment à assembler toutes les pièces comme il faut. Mais ça parle aussi beaucoup de la volonté, du désir et du libre arbitre, comment ça fonctionne et est-ce qu'il y en a réellement. Ça attaque vraiment plein de thématiques intéressantes que je trouve vraiment très efficaces. Et tout ça juste par le dialogue et par l'image, parce qu'il n'y a pas de scène d'action, il n'y a rien, juste ça parle, et chaque scène est une nouvelle question, une nouvelle réponse, et ça va trop loin. Mais dans le bon sens du terme, c'est jamais frustrant, c'est toujours satisfaisant et t'as toujours les bonnes réponses. Et j'adore vraiment la manière dont le voyage dans le temps a été géré sur un aspect vraiment pratique, c'est que vu que c'est des différents acteurs, t'as pas de problème à faire rencontrer les acteurs d'une époque à une autre, et j'adore les moments où des acteurs à le même personnage se rencontrent à une différente époque, et des fois t'as des scènes vraiment fortes en émotion par rapport à ça. Imagine que toi tu te rends compte à une époque différente, forcément ça allait avoir un impact émotionnel, et ils jouent beaucoup sur ça, ils le font très très bien. Il y a aussi une thématique évolutionniste qui revient un peu dans cette série, mais c'est avant tout un énorme drame familial, avec différentes familles évidemment, et juste c'est une série incroyable. Pour conclure sur Dark saison 2, c'est la meilleure saison que j'ai vue cette année, tout a du sens, tout est logique, les acteurs sont géniaux, l'image est magnifique, tout est extrêmement bien travaillé. Il y a aucun moment dans cette saison où je me suis dit ah ça c'est maladroit, je me suis toujours dit putain ça va avoir une conséquence sur la suite, et quand ça en a une, tu dis ouais c'était bien vu quoi. Et le pire c'est que même quand t'essaies comme moi d'avoir, j'avais ma feuille pour vous dire avec plein d'éléments, un arbre généalogique et tout, j'essayais de comprendre en même temps que tout ce qui se passait, j'étais perdu mais à la fin juste il fallait que je tire encore 2 traits et c'était fini. Il manquait 1 ou 2 pièces, et je pense que les gens les plus intelligents vont se rendre compte de ce qui se passe bien avant, enfin bien avant, c'est peut-être pas, mais ils vont se rendre compte avant de la fin, mais quand tu vois la fin,
t'es bien quand même, t'es vraiment bien. Et cette fin de la saison 2, je sais que beaucoup de personnes vont dire qu'elle paraît fainéante, mais il y a un truc que vous avez peut-être pas compris par rapport à ça, parce que je pense que la fin de la saison 2 c'est un subterfuge dans lequel beaucoup de personnes vont tomber, mais quand t'as vu la série, quand tu t'es concentré, en fait c'est pas ce que ça paraît. Mais c'est vrai que la série a envie de te faire peur et a envie de te surprendre, mais en même temps a envie de te tromper, mais vous allez voir, je vais en parler tout de suite. Donc Dark, si vous n'avez pas vu, allez voir cette série, absolument la meilleure série que j'ai vue de Netflix. Pour moi, avec cette saison 2, vraiment Netflix, ils ont sorti leur chef-d'œuvre, leur concurrent à des chaînes comme HBO. Dark, c'est une série, vraiment, là, j'ai pas de mots, quoi. Donc, allez voir Dark. Comme d'habitude, avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. L'objectif que j'ai avec cette partie spoiler, c'est que dès que la saison 3 sort, suffit de remater ma vidéo pour être à jour. J'ai envie de donner toutes les réponses possibles et imaginables en donnant quelques théories supplémentaires, mais je vais éviter de répéter ce que la série a déjà dit. Je vais juste répéter l'essentiel pour que tout soit compréhensible, mais les trucs un peu évidents, je ne les répéterai pas. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, profitez-en, je vais essayer d'en répondre à un maximum. Et en plus, je vais essayer de rajouter au fur et à mesure des jours dans le commentaire épinglé ce que vous avez à dire et des théories supplémentaires. On va commencer avec mon personnage préféré de cette saison, je dirais que c'est Noah. Noah, je l'ai détesté dans la première saison parce que c'était clairement le méchant, mais là dans la saison 2 tu comprends pourquoi il était comme ça, tu comprends tout et t'es dégoûté quoi. Noah, ce qu'il faut comprendre, est le plus essentiel dans cette saison 2, c'est qu'à la fin il va donc chercher Elizabeth dans le bunker, et en fait le grand mystère de cette saison 2 c'était qui était la mère de Charlotte, et pourquoi Noah l'a abandonnée, et qui a caché Charlotte à Noah. La réponse à la question qui est la mère de Charlotte est simple. Vous êtes prêts? Noah, en allant chercher dans le bunker Elizabeth, couche avec Elizabeth. Donc Noah a un enfant avec Elizabeth, et l'enfant d'Elizabeth et de Noah est Charlotte. Alors oui, ça fait mal au crâne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Elizabeth est respectivement sa propre grand-mère. Noah, en ayant couché avec Elizabeth, donne naissance à Charlotte. Charlotte, en couchant avec Peter, donne naissance à Elizabeth. C'est justement l'idée du paradoxe temporel. Et c'est aussi par définition de l'inceste, mais ça, il y en a beaucoup dans cette saison. C'est aussi pour ça que Noah, dans la saison 1, tue le copain d'Elizabeth, Yacine. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin, quand Elizabeth et Charlotte se touchent, tu comprends que Elizabeth et Charlotte sont toutes les deux leur propre grand-mère. La boucle est compliquée, mais c'est ça en fait. Donc ça veut dire que par rapport à Noah, Charlotte est sa fille, mais aussi sa belle-mère, et Peter est son beau-fils et son beau-père. Maintenant la question est, quelle était la motivation de Noah? Noah voulait juste retrouver sa fille, c'est pour ça qu'il cherchait les dernières pages du livre, et quand il se rend compte que sa fille est Charlotte, il se rend compte que Adam lui a menti depuis le début, parce qu'en fait c'est Adam qui a décidé de cacher Charlotte à Tannhaus. Tannhaus, le père adoptif de Charlotte. Donc Adam, en cachant Charlotte, a réussi à acquérir les services de Noah et fait travailler Noah pour lui. Jusqu'au moment à la fin où il le tue, car Noah a découvert la vérité et veut se venger d'Adam. C'est pour ça qu'à mes yeux, Noah n'est pas spécialement méchant, c'est juste quelqu'un qui voulait retrouver sa gamine. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et là c'est une théorie, c'est est-ce que Elizabeth fait partie de Sic Mundus? Comment Noah et Agnès ont-elles existé? Pour moi, c'est simple, on voit bien que Magnus et Francisca ont un petit truc, ils ont une petite romance. Quand Adam et donc Jonas décident d'aller récupérer Magnus et Francisca, on suppose que Francisca et Magnus ont des enfants qui sont Noah et Agnès. Et donc à partir de là, on peut se poser la question si Elizabeth ne fait pas partie de Sic Mundus depuis le début. Ça, c'est plus une théorie qu'autre chose, mais pour moi, la naissance de Noah et d'Agnès est vraiment réelle. C'est pour moi Magnus et Francisca. Et vous pouvez vous poser la question de où est Bartosz, parce que Jonas va aussi récupérer Bartosz dans le présent. Et Bartosz, au fait, c'est simple, c'est Noah qui décide de le tuer en 1921, parce que Bartosz, il était jamais très confiant par rapport à l'histoire de Sic Mundus, et tu le vois vraiment hésiter, c'est là que Noah décide de le tuer par les ordres d'Adam. Et donc Bartosz et Bartosz. Voilà. Au final, c'est pas très compliqué, mais faut vraiment être concentré. Maintenant, parlons de Jonas. Jonas, on apprend que c'est Adam, donc déjà là j'étais en mode what the fuck, mais on sait depuis la saison 1 que c'est aussi le Jonas un peu plus vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que dès la saison 1, tu vois la cicatrice de Jonas vieux autour de sa gorge, et quand tu connais pas la suite, bah en fait, la cicatrice te dit rien, pour toi c'est juste une cicatrice. Et ce qui est vraiment intéressant par rapport au personnage de Jonas, c'est que déjà, on apprend que Adam a beaucoup voyagé dans le temps, parce que la radioactivité que tu vois sur le corps de Claudia, qui elle aussi a beaucoup voyagé dans le temps, a complètement affecté le corps d'Adam, c'est pour ça qu'il est complètement déformé, c'est qu'il a énormément voyagé dans le temps. Et donc Jonas, quand il est fixé au sol dans le salon, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est simple, c'est parce qu'il fixe l'endroit où Martha est morte. En fait, il regarde l'endroit où la seule femme qu'il a jamais aimée est décédée. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas où, ce n'est pas quand, mais bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, quand Adam tue Martha, Jonas essaie de sauver Martha, mais à ce moment même, une autre Martha arrive. Et c'est là que beaucoup de personnes vont être énervées, je pense, c'est que la théorie du multivers, ça fait un peu long. Ça fait un peu long et ça rajoute une couche supplémentaire
supplémentaire de difficulté. Dans le sens où Martha, en étant morte, Jonas est motivé à changer de personnalité et devenir Adam. Sauf que une autre Martha d'un univers parallèle vient sauver Jonas. Et c'est là que c'est compliqué parce que Martha ne dit pas à Jonas qu'il est Martha et elle dit je ne suis pas qui tu penses. Ma théorie c'est qu'en fait ce n'est pas Martha, c'est Eve. Comme Jonas est devenu Adam, Martha devient Eve. Et au fait, pour moi c'est pas une question de multivers, il n'y a pas vraiment de multivers, il y a deux dimensions. Il y a la dimension où Adam a gagné et il y a la dimension où Claudia a gagné. Et c'est la force de la série, c'est que tu sais pas qui a raison. Est-ce que c'est Adam qui est le gentil ou le méchant, ou est-ce que c'est Claudia qui est la gentille ou la méchante? Ça tu sais pas. Mais je pense que la Eve vient de l'univers parallèle parce qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas un multivers. Pour moi il y en a deux. C'est l'univers où l'un des deux a gagné. Et donc je pense que c'est Martha qui donne la fameuse lettre à Adam, qui la donne à Noah, qui la donne à Jonas, pour dire qu'en fait elle est en vie et c'est pour ça que Jonas est complètement perdu et ça le motive à continuer. Parce qu'un monde où Martha était morte n'aurait pas motivé Jonas. Mais là que Jonas pense que Martha est en vie alors que ce n'est pas la même Martha, ça le motive à devenir Adam. Et c'est un peu toute la thématique du libre arbitre, c'est qu'il n'y en a pas. Et vu que toutes les actions de tous les personnages sont contrôlées par le désir, en fait tous les personnages pensent que leurs solutions sont en fait des solutions pour arrêter le cycle. Mais leurs fameuses solutions sont en fait les réelles choses à faire pour continuer le cycle. Et c'est là au fait que pour moi le générique est un gros fuck you à tout le monde, c'est que le générique te montre quoi? Te montre un univers parallèle depuis le début. Le fait que ce soit un kaléidoscope te montre bien en fait qu'il y a deux univers, et pour moi ça montre bien qu'il n'y a pas un multivers avec X dimensions infinies. Peut-être j'ai tort mais j'espère pas, parce que sinon ça serait un peu compliqué, et ça serait un peu facile je trouve, mais uniquement deux univers parallèles. Et Martha n'est pas Martha, mais Martha est Eve. Et pour revenir un peu à l'histoire de Ariane, parce qu'on voit bien dans la première saison, je crois qu'il y a une pièce de théâtre où Martha joue Ariane, et dans la saison 2, à un moment donné, Martha lit le mythe d'Ariane. Donc pour moi, au fait, le mythe d'Ariane est représenté par Martha. Martha est Ariane, et Persée est représenté par Adam qui, dans la mythologie, tue Ariane et donc Martha, et on l'a vu dans cette saison, Adam tue Martha, et Thésée, dans la mythologie grecque, qui est représenté ici par Jonas, crée le nouvel Olympe, donc ça sera au tour de Jonas de créer le nouveau monde. Pour moi, le mythe d'Ariane est vraiment très bien représenté dans cette histoire-là, dans cette saison-là. Après, il faut voir qui est vraiment Minos, parce que le mythe d'Ariane, c'est aussi le Minotaure, et ensuite, il y a d'autres personnages annexes comme la Méduse, et je sais pas trop qui pourrait être la Méduse. Peut-être la Méduse serait Claudia. Ce qu'on peut dire par rapport au fait qu'il y a deux dimensions parallèles, c'est que Claudia est au courant. Parce que si Claudia n'était pas au courant, elle n'aurait jamais laissé Jonas tout seul dans l'appartement, parce qu'il aurait été tué par l'explosion de l'apocalypse. Mais vu que Claudia sait que le multivers est réel, elle sait aussi que Eve va venir sauver Jonas, et donc l'empêcher de mourir à la fin. C'est pour ça que le dernier plan de cette saison, c'est la maison de Jonas qui disparaît et qui est détruite par l'explosion. C'est pour montrer que Eve est venue sauver Jonas et que Claudia était au courant. Et comme il faut ajouter un peu d'inceste dans cette série, on sait bien que Martha est la tante de Jonas. Donc quand Jonas et Martha ont couché ensemble, c'est comme Jon Snow et Daenerys. C'est pareil. Parlons un peu de Anna. Anna décide donc d'habiter en 1953, où elle va sûrement finir sa vie avec Egon, ou du moins avoir une affaire avec lui. Pour moi, Anna, c'est une grosse connasse, de une, parce qu'elle a abandonné son enfant depuis longtemps. Anna remonte dans le passé uniquement pour savoir si Ulrich l'aime toujours, ou s'il aimerait passer sa vie avec elle. Alors que Ulrich a passé 1 an en prison avec une camisole et il est complètement fou, et à cause de Anna, Ulrich va passer toute sa vie dans un hôpital psychiatrique. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que Anna a toujours été obsédée par les Nielsen parce que Katharina l'harcelait au lycée. C'est pour ça qu'elle a développé une obsession avec cette famille, mais elle a aussi développé une obsession avec la famille des Tiedemann. Anna couchait déjà avec un Nielsen, Mikkel Nielsen. Mikkel étant le fils de Katharina et de Ulrich, étant tous les deux des Nielsen. Sauf que Anna couchait aussi avec Ulrich Nielsen, donc elle a déjà couché avec 2 Nielsen. Sauf que Egon Tiedemann est le père de Claudia, et Claudia couchait avec qui d'autre que son mari? Elle couchait avec Tronte Nielsen. Et ouais, ça devient compliqué. Donc le fait que Anna couche avec Egon montre bien qu'elle a envie de se rapprocher de la famille des Tiedemann et des Nielsen. Et je pense que honnêtement, Egon et Anna vont donner naissance à Boris. Il faut savoir aussi que Claudia, qui couchait en dehors de son mariage avec Tronte est le père d'Ulrich. Eh ouais, c'est chaud là. Et Boris, il faut savoir que c'est donc le nouveau chef de la centrale nucléaire, mais il a un nom différent. Il a pris le nom de sa femme. Le nom de sa femme étant Tiedemann. Pourquoi il a pris ça? Parce que Regina Tiedemann est la fille de Claudia Tiedemann, et donc il a changé de nom. Pourquoi il aurait changé de nom? Je pense parce que, étant conçu en dehors d'un mariage, il devait récupérer un autre nom. Parce que quand t'as un enfant en dehors du mariage, tu vas pas lui donner un nom officiel, t'as envie de le cacher. Et c'est à mon avis ce qui se passe. Et donc, si ceci est le cas, ça veut dire que Boris est aussi l'oncle de sa femme, Regina. Et yes, de l'inceste encore. Et je pense aussi que la femme du futur qui accueille Jonas dans la première saison est liée à Anna. Je pense que c'est ou sa petite fille, ou sa fille, ou un délire comme ça. Je pense que Anna et la fille du futur ont un lien parental. La question
question qu'il faut se poser maintenant, et pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est où va Katarina? On voit qu'à la fin elle prend un portail vers une autre temporalité, mais où va-t-elle? Est-ce qu'elle va chercher Mikkel en 86? On n'en sait rien, mais je pense que c'est la meilleure théorie, c'est qu'elle va vouloir retrouver son fils. Donc elle ira probablement en 86, même si elle aura peut-être pas le choix. Donc Katarina, c'est vrai qu'on a un peu de doute et on sait pas trop où est-ce qu'elle va aller. Claudia, je pense que j'en ai suffisamment parlé dans cette saison. Il y a un truc intéressant par rapport à elle. J'aime beaucoup l'histoire du diable blanc par rapport à elle. Quand elle tue son père, quand elle voit sa fille atteinte de cancer et quand elle fait tous ses sacrifices pour justement respecter la boucle. Mais j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle est au courant du multivers et qu'elle motive Jonas à ne pas se suicider. Parce qu'à un moment, comme Jonas dans cette saison se dit, si je me suicide, tout est réglé. Et Claudia lui dit non parce que sûrement tout ne serait pas réglé. Elle est au courant de tout. On suppose qu'elle est au courant de tout. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas qui a raison. Est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est Claudia? Mais Claudia, il a tout abandonné pour respecter la boucle temporelle. On remarquera aussi à la fin que le Sigmundus de Adam représente à chaque fois au moins un membre des 4 familles. Adam, c'est les Kahnwalds, Magnus, les Nielsen, Franziska, les Doppler, et Bartos, les Tiedemann. Et pour revenir sur la thématique du libre arbitre, on voit bien que Mikkel est sous sédatif durant quasiment toute sa jeunesse. C'est pour ça que lorsqu'il rencontre Ulrich, qui est à tout ce moment touchant où il revoit son père, en fait il réagit pas parce qu'il est complètement shooté. Et c'est peut-être pour ça aussi que Mikkel a des troubles psychologiques à la fin, mais c'est aussi pour ça qu'il se suicide à la fin. Dans le sens où quand Jonas vient le voir, son fils du futur vient le voir, il se rend compte qu'il doit se suicider afin que son fils existe. Et au fait, c'est la thématique du désir. S'il ne se suicide pas, il n'y a pas de Jonas, il n'existe pas. C'est ça qui est compliqué au fait, c'est que si il ne le fait pas, son fils n'aura jamais existé, mais il peut pas ne pas le faire parce qu'il aime son fils en fait. Le désir et l'amour, c'est vraiment ce qui gêne cette famille depuis le début et un peu toutes les familles de cette ville. Donc il est obligé de se suicider. Et on apprend aussi que c'est Jonas qui a kidnappé Mikkel enfant, mais Jonas du futur. Dans la saison 1, pourquoi Mikkel a changé de temporalité? C'est que Jonas du futur l'a obligé. Tout ça pour qu'il existe. Donc encore une fois, c'est un paradoxe. Maintenant, les questions que j'ai, c'est qui est le frère de Clausen et qui lui a envoyé cette fameuse lettre pour lui dire qu'il faut venir à Winden pour déclencher justement la catastrophe nucléaire. Parce que sans cette lettre-là, Clausen ne serait jamais venu enquêter à Winden et jamais il n'aurait causé la catastrophe nucléaire de Winden. Donc en soi, je pense que l'existence même de la ville de Winden est un paradoxe et que c'est tout le but de la série, c'est que tout est une boucle temporelle et tout est un paradoxe. Et Winden et toutes les familles de Winden vont, je pense, à la fin de la saison 3 être liées et ça sera vraiment à la fin, je pense, une énorme famille plus qu'autre chose. Avec beaucoup d'inceste, tout ça, mais ça sera tout autour de la thématique du paradoxe et de la thématique de la boucle temporelle. Donc à mes yeux, Winden en soi est un paradoxe. Et est-ce qu'on a besoin de savoir comment Waller a perdu son œil? Je ne pense pas. Je pense que c'est un gag plus qu'autre chose dans la série, mais bon, c'est un peu l'humour noir, l'humour allemand, on va dire. Donc l'œil n'est pas important à mes yeux, enfin à mes yeux, sans mauvais jeu de mots, mais je pense que c'est vraiment pas important. Ce que j'aurais aimé savoir plus dans cette saison, c'est d'où vient Peter. Il est arrivé à Winden en 87, mais on sait pas comment, on sait pas d'où, donc j'aurais aimé avoir plus de réponses à ce sujet-là. En plus, c'est le mari de Charlotte. Voilà un peu pour toutes les théories et les choses que j'avais à dire. J'ai envie de parler de quelques scènes que j'ai trouvé vraiment très fortes dans cette saison. J'ai adoré la scène où Anna voyage dans le temps et elle voit Mikkel, donc l'enfant qui a disparu et son futur mari. Je trouve que c'est une scène très touchante. J'ai beaucoup aimé les enquêtes entre Ulrich et Egon quand ils sont âgés. Tu vois que Ulrich en veut énormément à Egon. J'aime beaucoup l'alchimie qu'ils ont eu ces deux-là parce que j'ai trouvé l'acting vraiment incroyable. Pareil quand Claudia voit sa fille cancéreuse, je trouvais que c'était une scène extrêmement touchante. Et pareil quand Noah ment à Adam, c'est là que tu comprends que quelque chose cloche et quelque chose ne va pas bien. Et c'est là que tout est mis en route pour que Adam arrive à tuer Noah à la fin. J'ai beaucoup aimé aussi le délire par rapport à Claudia qui découvre la tablette et comment ça fonctionne, l'aspect technologique de la chose, à quel point elle est perdue quand elle est sur la tablette. Et c'est vrai que l'épisode 4, le gros plot twist, c'était le fameux Jonas égale Adam, et t'as envie de savoir comment Jonas devient Adam, et c'est qu'à la fin que tu comprends. J'ai adoré de manière générale la relation entre Jonas et Adam, j'ai trouvé ça vraiment très bien amené. Pour moi, mon épisode préféré c'était le 6 et le 8, parce que le 6 c'est un peu un épisode plus émouvant qu'autre chose, il n'y a pas trop de paradoxe temporel, on se concentre vraiment sur les personnages plus qu'autre chose, et c'est vraiment bien, t'as un petit plan séquence à la soirée qui est très cool, et tu vois ces différents personnages, et tu comprends leurs relations, et t'as la tête qui tourne parce que ça fait mal, parce que tu les as tous vus dans d'autres épisodes, et dans d'autres temporalités, et tu les vois tous ensemble, et c'est vrai que ça fait mal au crâne, mais c'est un épisode que j'ai trouvé très cool, parce que très touchant, et vraiment très réussi, et quand justement il lui fait le fameux fist bump comme ça, il lui dit check moi ça, t'es en mode... C'est triste, c'est triste. La scène entre Jonas et Mikkel, j'ai trouvé extrêmement touchante et était vraiment très forte. Et tout le délire du diable blanc dans l'épisode 7, pareil, super fort en émotion. Quand tu vois Claudia se transformer, tu dis putain, elle va vraiment casser des gueules, elle va vraiment causer beaucoup d'emmerdes celle-là. Et j'ai adoré voir tous les Jonas à la fin, genre t'as jeune Jonas, Jonas vieux et Adam, et ils sont tous dans la même maison à genre 5 minutes d'intervalle, et j'ai adoré vraiment toutes leurs interactions, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Et la fin, t'es en mode what the fuck, il me faut la saison 3. Donc j'ai très hâte de voir la saison 3, cette vidéo est beaucoup trop longue mais il fallait tout expliquer. Mettez-moi dans les commentaires les théories, les questions, tout ce que vous avez à dire sur cette saison 2 de Dark. Dites-moi si vous avez adoré, détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.